Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission mensuelle de Oui ou Non, l'émission ciné. Nous sommes en novembre, nous sommes le 30 novembre. Nous parlons aujourd'hui de beaucoup de films et de sorties que nous avons vus ce mois-ci. Il y a des petits retards, donc il y a des films qui sont sortis en octobre qu'on verra, mais bon. Ça arrive voilà. En fonction de l'émission quand on a fait tourné. ce qu'on peut. Pas de spoil dans cette émission. Si vous voulez aller voir les films, on ne vous donnera pas la fin. Et c'est tant mieux. Oui. Allez, on commence tout de suite, Dimitri. Allons-y. Alors, en premier, j'ai vu Bernadette, film français de Léa Domena, sorti le 4 octobre. Alors, c'est l'histoire de Bernadette Chirac, un petit peu romancée, c'est pas vraiment la véritable histoire de Bernadette Chirac. C'est un film comique, un peu décalé. Je trouve que c'est dommage qu'il ait pas, de pas avoir poussé le vice de cet humour décalé jusqu'au bout. C'est un film, on va dire, gentil. Voilà, c'est montrer une Bernadette plus exagérée dans son comportement, dans ses idées, ça aurait été encore plus drôle et je pense que ça aurait été plus intéressant. J'ai une phrase pour ce film. Ma mère m'a dit un jour, tout ce pourquoi tu es bon, c'est l'échec, Bernard. Voilà. Excellent, pas mal. Tu peux me poser la question, Dimitri, s'il te plaît? Alors, Amélie, oui ou non Bernadette? Oui. C'est gentil, mais oui. Ok, donc c'est un petit oui, mais gentil. Voilà, mais non, il est marrant, il passe bien. Ben, je vois qu'il a eu 3,6 sur 5 sur Allociné, 6,4 sur 10 sur IMDb. Je me dis, ouais, ça va. Non, il est Ça sympa. paraît. Franchement, en plus, il y a des bons acteurs. Ouais. Très bon casting. Voilà. Donc, Et il dure pas longtemps, voilà. 1h30. C'était sympa à regarder. Sympa. Ok. Ensuite, j'enchaîne. Je suis allée voir, sans toi Dimitri, je sais que tu adorerais ce film. Je suis allée voir La Patte Patrouille, La Super Patrouille, le film, titre à rallonge. Et oui, réalisé par Cal Brunker et sorti le 11 octobre. On est dans les retards. Alors, La Patte Patrouille, je pense que vous connaissez tous, au moins de nom, j'espère. Bah, moi, oui, en tout cas. Mais surtout de non, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment regardé la série quand j'étais petit. Moi, je regarde pas tout ça. les dessins animés, enfin, les qui passent à la télévision. Par contre, je suis allée voir le film et j'ai trouvé l'animation vraiment jolie. Et il y avait un bel esthétisme du film, surtout dans les scènes d'action. Même si c'est un film pour les petits, franchement, ça a plaît. Et la salle, je suis allée le voir quand même assez tard après la sortie. Elle était quand même pas mal remplie. Et en plus, point bonus pour le nombre de chiens quand même qui est assez important. Et j'adore les chiens. C'est vrai que t'adores les chiens, je vais justement le dire. Et là, je vois un petit peu la bande-annonce devant moi et le film a l'air vraiment beau. En tout cas, il est très beau. Et moi, j'avais bien aimé, vraiment, j'avais beaucoup aimé le premier. D'ailleurs, j'ai préféré le premier au deuxième. Le deuxième est quand même vraiment pas mal. Mais c'est vrai que l'animation, elle est vraiment super chouette. C'est hyper fluide, c'est vraiment sympa. Les poils des chiens, ils sont vraiment cool. Et franchement, l'animation, elle est top. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Franchement, c'est fun à regarder en vrai de vrai. Et les chiens ont l'air tout cute. Mais ils sont trop mignons. Et j'ai la phrase du film. Pour ce film. Vas-y. Aucune patte n'est trop petite. Voilà, si vous voyez le film, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. C'est trop choupi. Voilà, je raconte pas l'histoire parce que bon, c'est un épisode, c'est comme un épisode de Patte Patrouille, ils vont sauver le monde, quoi. Longue. Voilà. Tu peux me poser la question, Dimitri, s'il te plaît? Alors, oui ou non, Patte Patrouille, Amélie? Oui, c'est un grand oui pour moi. C'était sûr. Avec le nombre de chiens présents. Oui. Je peux pas résister aux chiens, moi. C'est fini. J'enchaîne avec le troisième film que nous avons vu tous les deux. Il s'agit de 3 jours max, réalisé par Tariq Boudali et sorti en salle le 25 octobre. C'est l'histoire d'un type, je ne sais pas le prénom du type, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus non plus. Qui doit sauver sa grand-mère qui a été enlevée par un mafieux. Oui. En gros, et ce type, ancien flic, de ce que je comprends. Non, il est flic et il veut intégrer la DGSI. C'est le début du film. Voilà. Les forces spéciales, oui, voilà. Et il est très, très maladroit. Et il y a une équipe qui veille sur lui, mais de façon aussi maladroite. Enfin bref, je commence à donner mon avis. Vas-y, donne ton avis. Alors, donc, moi, j'ai trouvé... C'est une comédie à l'humour, mais genre lourdingue, qui fonctionne seulement si le cerveau du spectateur il est débranché. Mais il y a quand même quelques blagues qui sont sympas. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a quand même des moments où j'ai vraiment rigolé et j'avais débranché mon cerveau par contre.
Je te rejoindrai sur le côté vraiment débranchage de cerveau. C'est vraiment un film, faut pas se questionner devant et se demander la logique de l'intrigue, tout ça. C'est un film humour et action pour le plaisir. Et ouais, il y a quand même des blagues qui fonctionnent bien. Il y a des blagues un petit peu plus limites. Après, voilà quoi. Ça se regarde. Ça se regarde. Personnellement, Ça se regarde. je pense que on peut le voir sans souci, quoi. En plus, faut dire qu'on est allé le voir quand même, on était ultra claqués, donc on s'est dit, bon allez, on va voir le film là, ça va pas nous prendre la tête. Oui, et en l'occurrence, le film ne nous a pas menti, on s'est pas pris la tête. Et voilà, exactement, donc finalement, ça dépend pourquoi on va le voir en fait. Est-ce que tu as une phrase pour ce film ? Non, j'en ai malheureusement pas. Ah, moi j'en ai une. Ah bah, vas-y. J'en ai plutôt deux en fait. Oh, t'en as une pour moi. Alors, je prends donc, la plus drôle des deux. Alors, donc j'ai deux émeraudes comme dans un Marvel. Moi, je suis plutôt DC Comics. Et la deuxième phrase, c'est « Je vais te tuer, Ryan, pas tant que je serai vivant ». Voilà, donc on voit bien le niveau d'humour quand même. Oui. Dimitri, je vais te poser la question. Bah vas-y. Dimitri, oui ou non 3 jours max ? Oui. À condition qu'on pose son cerveau, mais oui. D'accord. Et toi, Amélie, oui ou non 3 jours max ? Non. Voilà, juste parce que bon, c'est lourdingue quoi. Après, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà. Disons que le film m'a pas déçu parce que j'attendais rien quoi. Ok, ouais, je vois. Mais justement, n'attendez rien de ce film. N'attendez rien de ce film. Moi, j'ai rien attendu. J'ai juste eu quelques blagues en 1h30. J'étais en mode, oh, ouais, c'est marrant. Après, il faut soutenir le cinéma français. C'est du cinéma français. Il y a quand même quelques scènes d'action qui sont pas trop mal filmées. Oui. Franchement, ça, c'est les films de l'équipe de la bande à Fifi. La bande à Fifi. Donc là, c'est Tariq Boudali qui a réalisé le film. Mais je pense notamment à... Parce que c'est les mêmes gens qui font les cascades. Oui. Je pense à Nicky Larson, par exemple. Les films d'action sont quand même vachement bien tournés, je trouve. Donc, c'est un point soulevé. J'avais beaucoup aimé Nicky Larson en plus de cette équipe. Donc, je soutiens un peu aussi, peut-être par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous parler, Dimitri, s'il te plaît, du Théorème de Marguerite d'Anna Nouvion que tu as vu et qui est sorti en salle le 1er novembre. Donc, le Théorème de Marguerite, c'est l'histoire d'une fille qui est à l'ENS, à l'École normale supérieure, et qui est excellente en mathématiques, mais qui va... suite au fait que son directeur de thèse va diriger une autre thèse qu'elle, partir un peu en dépression et se mettre à jouer au mahjong. Je pense que je n'ai pas besoin de dire plus par rapport à l'histoire. C'est l'histoire d'une personne qui est très bonne en maths. J'ai bien aimé ce film, notamment parce qu'il rend les maths accessibles. Elle travaille sur tout un théorème toute une conjecture en mathématiques qui s'appelle la conjecture de Goldbach. Et on n'est pas perdu. À la fin, on ne sait pas expliquer c'est quoi la conjecture de Goldbach, mais le film, et c'était une de mes premières peurs, c'était est-ce que le film va nous perdre en mode soit vous êtes mathématicien, soit vous êtes pas, soit vous êtes mathématicien et vous comprendrez, soit vous n'êtes pas mathématicien et bonne chance. Mais non, le film est vraiment accessible et on suit un personnage assez particulier en couleur qui, je trouve, était intéressant à suivre. Niveau filmographie, niveau... je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. Quand tu cadres et tout, je sais pas. Niveau technique, c'était correct, il y a rien de fou. Le film est vraiment là pour porter une histoire qui est, à mon avis, sympa. Si tu veux, je n'ai malheureusement pas de phrase de film. T'as pas de phrase de film, ok. Donc je te pose la question fatidique. Dimitri, oui ou non le théorème de Marguerite ? Oui. Celui-là est vraiment sympa et par contre, celui-là, prenez votre cerveau avec, ça peut un peu aider. Mais après, il n'est pas tout à fait nécessaire, mais c'est mieux de l'avoir. Merci. Je vais désormais parler du film Complètement cramé de Gilles Le Gardinier, sorti le 1er novembre également. Il y a beaucoup de sorties le 1er novembre, vous allez voir. C'est l'histoire... Tu n'as pas vu, Dimitri ? Non, je n'ai pas du tout vu. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise britannique qui se retrouve un peu bizarrement en tant que majordome dans une maison en décrépitude en France et qui va faire une rencontre, la rencontre de la femme donc, qui s'occupe du manoir, de la gouvernante, etc. Et il va être bizarrement accepté par eux. C'est une comédie. Donc, moi, j'ai trouvé que ce film était drôle, vraiment drôle. Par moments, j'ai vraiment rigolé. Mais par contre, ça traîne vraiment, ça traîne. Ça paraît très, très long. Et vraiment, pour un final vraiment tiré d'un chapeau, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas comment dire. Ça m'a pas transcendé, quoi. Il y a vraiment des moments où j'ai rigolé. Vraiment. Mais ça
ça tire en longueur avant de rigoler, quoi. Je vois qu'il dure 1h50, presque 2 heures, et s'il n'est pas toujours drôle pendant 2 heures, j'imagine que ça doit pas être facile de rester avec le film. C'est ça, en fait, il y a des moments qui sont très drôles, mais ça dure vraiment 2-3 minutes, mais 2-3 minutes où on rigole vraiment, et ça, c'est très long et c'est très difficile à faire. Mais il y a des moments, pendant 20 minutes, une demi-heure, t'es là et tu regardes le film, mais c'est long, quoi. Après, les personnages sont attachants, il y a un beau décor, c'est intéressant à regarder, mais franchement, c'est pas transcendant, quoi. Un petit film... Oh, pardon, vas-y. J'ai quand même une phrase pour ce film. Suis-je folle de croire à la chance, monsieur Blake? Il faut toujours garder l'espoir, même si on n'y croit plus. C'est mignon. C'est mignon. Mais est-ce qu'on peut vraiment garder espoir si on ne croit plus en quelque chose? Regarde le film. Non, après, c'est un film qui est mignon. C'est un peu une sorte de film de Noël qui se passe pas à Noël, quoi. Joli. Tu peux me poser la question. Est-ce que oui ou non, complètement cramé? Non. Non, ok. Donc le film sympa, mais un peu trop montagne russe, beaucoup trop de moments plats pour quelques petits moments marrants. C'est trop long. Ok. Dimitri, s'il te plaît, maintenant tu vas nous parler du film Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, sorti le 1er novembre, s'il te plaît. Alors, Le Garçon et le Héron, c'est l'histoire d'un jeune garçon, que je n'ai plus le nom, qui est confronté dès le début du film à la mort de sa mère, donc ce n'est pas un spoil, et son père va devoir quitter Tokyo, je crois, pour rejoindre Kyoto, si je ne me trompe pas. Notamment, il rejoint la famille de sa femme qui est décédée. Et l'enfant va faire une rencontre étrange d'un héron proche de la propriété. Et tout un univers fantastique va se développer à partir de cette rencontre. Et cette rencontre qui n'est d'ailleurs, on va dire, je tiens à préciser, vraiment pas sereine. Il y a quelque chose d'assez oppressant dans le film. Et de manière générale, je trouve que le film est bon. Il est vraiment beau. Ça, il n'y a pas à dire. Vraiment, de A à Z, le film est beau. Mais il est, petit 1, un peu déroutant, parce que dans la mesure où toute l'histoire, pendant une bonne heure, il s'enchaîne des événements qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et en plus, il y a pas mal de... Je sais... J'aurais pas le bon mot, mais de petits moments malsains. Malsain, c'est un peu trop fort, mais de petits moments où on n'est vraiment pas rassuré, on sent un peu oppressé, on sait pas trop où se placer par rapport au film, qu'est-ce qu'il nous dit. Et c'est un peu étrange, mais le film est beau. Oui, Amélie. Est-ce qu'il se place bien dans la lignée des films du studio Ghibli ou pas? Il se place bien dans certaines lignées des films fantastiques, je pense, si on pense à... mince. La fille qui, au début, doit marcher sur un pont le en voyage bois. De Chihiro. Le voyage de Chihiro, par exemple. C'est le seul que j'ai vu. Il peut bien s'inscrire dans le voyage de Chihiro ou dans le château ambulant, où il y a aussi toute une histoire un peu avec un monde. Mais le château ambulant est bien plus cohérent. Mais il peut se placer dans cette lignée fantastique, mais il faut penser un peu au voyage de Chihiro, où il y a des fois des côtés un petit peu dérangeants. Là aussi, il y en a pas mal, mais pendant très longtemps. Là où le voyage de Chihiro, c'est un petit peu montagne russe aussi, bien que perdre ses parents au début, c'est pas super, mais voilà quoi. Oui, Amélie. Alors moi je te rejoins, c'est un peu particulier parce que j'ai vu que la fin de ce film. Okay. Travaillant dans un cinéma, j'ai eu l'occasion de voir un morceau, donc j'ai vu les 20 dernières minutes, peu de choses près. Et donc je te rejoins sur le point de l'esthétique qui est très jolie. Et c'est vrai que, ayant vu que 20 minutes du film, donc la fin, ça m'a fait l'effet du voyage de Chihiro. Que j'ai plutôt bien aimé justement par ce côté un peu dérangeant. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le regarder. Après, j'ai pas eu l'occasion, voilà, mais pour moi, dans mon cerveau, pour ces 20 dernières minutes, ça s'inscrivait là-dedans, quoi. J'ai envie de dire peut-être que tu aurais perdu un peu l'expérience du film dans la mesure où je pense que le film se veut volontairement déroutant. Et si tu as vu les 20 dernières minutes, en fait, tu aurais pu tout comprendre dès le début. Et là, la question... j'ai pas mal compris déjà en voyant les 20 dernières minutes. Non, les 20 dernières minutes sont assez explicites et justement... À la fin, en fait, un peu tout expliqué, on comprend mieux où on se situait, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ces choses se passaient. Enfin, on comprend un peu mieux si on fait vraiment bien un effort quand même de réflexion, mais on peut rattacher un peu tout à tout ce qui se passe par rapport à la fin. Et j'arrive pas à savoir, quand j'y pense, j'arrive pas à savoir si c'est un bon film ou si c'est pas un bon film. Et je suis un peu mitigé. Mais malheureusement, je n'ai pas de phrase du film. Ah, j'allais te demander. Non, j'en ai pas. Alors, je te pose la question. Dimitri, oui ou non, Le Garçon et le Héron? Oui, quand même. Je disais que c'était difficile de faire un choix entre bon film ou pas bon film,
pour moi, c'est un bon film, mais parce que je n'ai pas peur des expériences déroutantes et j'aime bien ça. Donc vraiment, le film m'a vraiment plu. Bien que le soir où je l'ai vu, j'étais pas super bien parce que je pensais aller voir un film sympathique, un petit peu mignon, tout ça, et je me suis retrouvé devant un truc déroutant, donc c'était même déroutant pour moi qui aime les trucs déroutants. Mais en vrai, le film passait bien et quand j'y pense, je me dis ouais, si, c'était quand même un film sympa. Mais moi, Et j'y pense parce que c'est quand même du dessin animé, c'est de l'animation. Oui. Est-ce que c'est vraiment adapté ce genre de film ? J'avais même la même réflexion pour Le Voyage de Chihiro que j'ai vu quand j'étais en terminale. Est-ce que c'est vraiment adapté pour les enfants ? Enfin, évidemment, il y a rien de particulier, donc ils peuvent les voir, mais est-ce qu'ils peuvent saisir l'essentiel de ce genre de film ? Alors, saisir l'essentiel, peut-être pas, dans la mesure où je pense que les films des studios Ghibli, en tout cas une bonne partie, visent un peu le public enfant-adulte. Les enfants passent un bon moment avec des personnages sympathiques et touchants, avec une histoire épique dont la quête est assez claire. Mais en même temps, derrière, la quête a toujours un sens que les enfants ne décèleront pas toujours, ni même les adultes, hein, c'est vrai, mais que les adultes, s'ils veulent faire l'effort en se disant « Ok, qu'est-ce que nous dit ce film ?», ils peuvent chercher. Donc, est-ce que ça correspond aux enfants ? Celui-là, je dirais, ça doit être un film qui correspond moins aux enfants dans la mesure où il y a pas mal de moments dérangeants. Je trouve que le film est bon en tant que film, mais en tant que film pour enfants, je trouverais pas le film super bon. Surtout que les enfants aiment en général pas trop être déroutés, c'est assez choquant. Et là, le film le fait vraiment bien. Je fais une digression, mais ce genre de film, dessin animé, ça m'intéresse bien plus maintenant que je suis adulte. Et je retrouve un peu, je parle des studios Ghibli, mais il y en a d'autres évidemment, des dessins animés. J'ai plus le titre, mais il y a des films souvent d'animation au festival du film arabe et qui sont carrément presque pas pour les enfants, et je trouve ça intéressant d'avoir une vision, enfin un film d'animation qui est destiné pour les enfants pour qu'ils passent un moment sympa, mais pour les adultes qui passent vraiment un moment de réflexion, etc. Et est-ce que ce genre de film là qu'on retrouve maintenant ou qu'on a le bonheur de voir sur grand écran, je trouve qu'on le retrouve dans les vieux films d'animation, potentiellement les Disney d'avant 2000. Ouais. Et je trouve ça intéressant, en tout cas en tant qu'adulte désormais, de voir ce genre de film, parce qu'il y a toujours une réflexion solide derrière. Je partage tout à fait ton avis et j'ai même envie de rajouter, je sais pas si c'est en grandissant que j'en ai juste rencontré plus des films comme ça, mais j'ai l'impression que de manière générale maintenant le monde n'a pas peur de se servir de l'animation pour faire des films qui sont pas spécialement destinés pour les enfants. J'ai l'impression qu'on brise un peu ces deux catégories où animation pour enfants et film avec acteurs, je sais pas comment on appelle ça, mais donc acteurs studio et tout, pour adultes. Il y a vraiment de l'animation qui est faite pour les adultes ou qui vise un public juste de base, parce que c'est vrai que l'animation peut en plus d'être très beau quand c'est bien fait, ça peut permettre de faire des choses et de passer un récit à un niveau un peu plus métaphorique peut-être et ce que je trouve avec le réalisme. Ce que je trouve intéressant et j'ai déjà eu le cas dans différents, j'ai pas de titre encore, mais dans différents films d'animation, c'est que quand c'est dessin animé, à la fois, il n'y a pas de vrai sang, enfin, c'est du faux sang évidemment au cinéma, mais on voit rien, c'est pas graphique ou quoi, mais en même temps, toute la violence qui se passe dans le dessin animé, elle paraît encore plus cruelle que ce qu'on pourrait voir, parce qu'en fait, on est tellement habitué à la télévision, même aux infos, maintenant, c'est quelque chose de super courant de voir des cadavres, la misère, etc. Ouais. Et dans les films, les séries policières, on voit tout, en fait, et du coup, j'ai l'impression qu'on est tellement habitué à ça que dans les films, ça nous fait plus rien, alors que dans les dessins animés, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, sacré de notre enfance, qui remonte à l'enfance. C'est quelque chose qu'on ne veut pas toucher. Mais quand il y a cette violence-là dans les dessins animés, ça nous touche encore plus, justement parce qu'on n'a pas cette notion de violence dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Oui, je suis assez d'accord. Cette idée de mettre de la violence dans un domaine qui devrait être innocent, il y a un côté très dérangeant et ça impacte bien plus que mettre de la violence dans la réalité, parce qu'on sait déjà un peu que la réalité est un peu violente, enfin pas toujours, mais ça l'est quand même assez souvent. Bon, dans ce contexte encore plus, mais ne déprimons pas, donnons pas plus de raisons de déprimer. Et arrêtons cette digression ici. Oui, c'est vrai. Le garçon et le héron, un bon film, pas forcément pour les enfants, mais sympathique quand même et très très beau. Super. Alors maintenant, je vais parler du film Voleuse de Mélanie Laurent, sorti le 1er novembre sur Netflix, donc il est toujours disponible sur la plateforme, et c'est mon coup de cœur du mois. Alors c'est l'histoire de 2 puis 3 femmes qui sont des voleuses, d'où le titre. Mais en fait, on se rend compte très vite que ces femmes-là, on leur a volé déjà quelque chose. Et métaphoriquement parlant. Et j'ai trouvé ce film très bon.
c'est un film d'action, vraiment, il est drôle, déjà. Ça commence, c'est des scènes qui sont super drôles. Je vais raconter la première scène parce que c'est vraiment tout le début. C'est donc les deux femmes qui font un casse ensemble, et il y en a une qui attend l'autre point de ralliement. Et elle a en double appel sa collègue qui est en train de courir dans la forêt pour savoir où elle doit se rendre, et de l'autre côté son mec qui est en train de la quitter. Et en fait, c'est hilarant. Il y a des moments qui sont super drôles dans tout le film. C'est aussi émouvant. Il y a du rythme, et genre les personnages, ils sont hyper attachants. C'est trois femmes. Et franchement, c'est des images de voleuses ultra badass, quoi. Et qui se battent malgré tout ce qu'on leur a fait, malgré tout ce qui leur est arrivé. Et franchement, ce film, il est super bien tourné, il est léger, il est coloré, il est dynamique. Franchement, j'ai adoré. Et j'ai une phrase pour ce film. Enfin non, j'en ai deux d'ailleurs. Alors laissons faire le destin. Et ma deuxième phrase, c'est « T'es folle ou t'es inconsciente, je suis bien plus que ça. » Voilà. Tu peux me poser la question, Dimitri, s'il te plaît? Alors, oui ou non, voleuse Amélie? Oui, un grand oui. Franchement, regardez-le, s'il vous plaît. Il est sur Netflix. Regardez-le, il est super, super bien. Bon, dans la mesure où c'était mon coup de cœur, je pense que tout le monde était déjà un petit peu spoilé. Dimitri, veux-tu nous parler de quelque chose qui n'est pas un film, mais une série qui est sortie sur Netflix je ne sais pas quand, début novembre. Non, le 17 novembre. 17 novembre 2023, oui. Réalisé par Abel Gongora, si je dis bien. Oui. Et tu vas nous parler de Scott Pilgrim Takes Off. Donc, Scott Pilgrim Takes Off, c'est une série basée sur le personnage de roman graphique ou de BD qui s'appelle Scott Pilgrim. Il y avait déjà eu un film réalisé par Edgar Wright en 2010, ou il y a bien plus longtemps que ça, qui reprenait justement cette histoire. Et là, donc, il y a une nouvelle série animée basée là-dessus, mais qui ne reprend pas l'histoire que Edgar Wright avait fait dans son film. C'est une petite version alternative. Donc, Scott Pilgrim, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une personne qui a la vingtaine, qui sort avec une lycéenne et qui, dans la vie, sait pas trop quoi faire. Il joue avec son groupe de rock devant des gens, mais dans sa vie, il sait pas trop se poser. Il vit chez un de ses amis qui le voudrait même pas en coloc, mais il lui force à habiter chez lui. Enfin, c'est humoristique, bien sûr, hein. Et en fait, il va rencontrer une femme qui est, ou plutôt une fille, je sais pas, une femme qui est la femme de ses rêves. En fait, la nuit, quand il dort, il y a une personne qui fait du roller dans ses rêves, qui s'appelle Ramona Flowers. Et donc, il va faire la rencontre de elle dans la vraie vie. Et il va vouloir sortir avec. Et un moment, Et Ramona, en fait, a tout un passé avec des ex. Et elle a 7 ex, et ces ex ont créé une ligue des ex maléfiques. Et en fait, Scott, pour pouvoir sortir avec Ramona, va devoir se battre contre ces 7 ex maléfiques. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Beaucoup de choses que je ne vous raconterai pas, dans la mesure où c'est excellent, c'est drôle, c'est pas toujours intelligent, enfin, c'est surtout extrêmement marrant. C'est extrêmement relaxant aussi, c'est un peu une histoire un peu d'amour, c'est mignon. Enfin, c'est plutôt la quête pour rechercher quelqu'un, et un peu une petite série enquête. On va aller interroger des gens pour savoir où est passé Scott. Et ça va nous mener dans plein d'endroits divers et variés. C'est, donc, comme je l'ai déjà dit, mon coup de cœur, parce que j'ai adoré cette histoire. Elle était vraiment très marrante. Surtout 8 épisodes, 25 minutes. Chaque épisode, c'est bien, c'est tranquille. Ça passe vite. Oui, en l'occurrence, ça passe vite. Ça passe tout seul. Et malheureusement, je n'ai pas de phrase pour cette série. Ouais, je vais de choses bien. Te poser la question. Dimitri, oui ou non Scott Pilgrim? Absolument oui. Ça m'étonne, tiens. Mais c'est étonnant, non. J'ai vraiment trouvé absolument génial. Donc si vous avez déjà vu le film, vous pouvez la regarder. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez la regarder. Et regardez-la juste. C'est disponible sur Netflix. Oui, c'est disponible sur Netflix. Je vais maintenant parler d'un film, d'un blockbuster. Ouais. Que tu n'as pas vu, Dimitri. Ah, que j'ai pas vu. Ah ouais. Qui s'appelle The Marvels. Ah oui, je l'ai pas vu. De Nia DaCosta, sorti le 8 novembre. Pour tous les amateurs de Marvel, je suis désolée, mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est de plus en plus décevant. C'est une catastrophe, je dirais même. Je vais être rapide parce que j'ai pas trouvé le film vraiment très bon. Il est sympa sans plus. C'est très cousu de fil blanc. Il y a tout qui est attendu. Toutes les préparations sont payées à la fin.
En plus, c'est un film lent qu'on doit connaître d'avance parce qu'il y a beaucoup de références qu'on doit avoir précédemment pour comprendre de façon agréable le film, donc sans se creuser la cervelle. Et encore, même si on n'a pas toutes les références, on n'a pas besoin de se creuser la cervelle. La méchante, elle est totalement en carton. Elle ne sert à rien. D'ailleurs, elle est très peu présente tout le long du film. Par contre, je note un point positif pour Brie Larson que j'ai limite préféré là. Je trouve son personnage de Captain Marvel plus développé dans ce film que dans le premier. Enfin, moins fade, on va dire. Et deuxième point positif, pour la durée. Marvel nous a vraiment habitués à des films de 2h30, presque même 3h. Et là, ils durent vraiment pas trop longtemps. Donc, c'est 1h45. 1h45, merci Dimitri. Et donc, c'est assez agréable à regarder. Donc, ça, c'est point positif. Je ne donne pas de synopsis parce que c'est trop compliqué. Et franchement, là, vous allez rien comprendre, je pense, si vous avez vu aucun Marvel. Donc, c'est juste c'est encore ces nouveaux 3 femmes qui vont se battre contre une méchante. Voilà. J'ai une phrase marrante. J'en ai même 2. Oh. Alors pour les amateurs de Marvel, vous allez comprendre. Dimitri, je ne pense pas. Non, je ne peux pas prendre le chat. Ce n'est pas un chat. Et la deuxième phrase, c'est tu vas t'en sortir pour écrire ta fanfiction Captain Marvel. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. En fait, il y a beaucoup de clins d'œil dans ce film à ce qui est au-delà du 4e mur, donc les spectateurs et tous les comportements des fans, etc. Ça, c'est un peu marrant. Dimitri, tu peux me poser la question. Ouais, avant, je tiens juste à dire que j'ai vu qu'il 2,3 sur 5 chez Allociné, donc moins mal, de la moyenne. C'est presque la moyenne, hein, je suis étonnée. C'est presque la moyenne, mais ça ne l'est pas. Après, non mais en vrai, esthétiquement, il n'y a rien à redire. Enfin, je veux dire, c'est un film de super-héros, il y a des effets. Enfin, c'est tourné en studio, voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire, mais justement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est le problème. Ouais, bah justement, je voulais juste noter que c'était en dessous de la moyenne. Voilà, c'était tout. Et donc, Amélie, oui ou non, The Marvels? Non. Voilà. Et pour finir cette émission mensuelle, nous allons parler d'un film qui a fait... Je ne sais pas s'il a fait beaucoup parler de lui, je ne saurais même pas dire. Mais en tout cas, qui est un film qui était très attendu. On va parler de Napoléon, de Ridley Scott, sorti le 22 novembre, donc cette semaine. Non, la semaine d'avant, la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. La semaine dernière. Je raconte un peu vite fait le synopsis. Vas-y. C'est Napoléon. Voilà. Mais pas en entier, voilà. C'est Napoléon quand il est général... voilà, le film commence à l'exécution de Marie-Antoinette. Donc c'est Napoléon quand il est général et quand il accède, et il monte petit à petit dans les échelons politiques jusqu'à être ce que vous savez, c'est pas un spoil, empereur. Alors ouais, mais en fait non, c'est la vie de Napoléon depuis la fin de la Révolution française, en gros. Donc il est déjà militaire, quoi. Enfin bref. Dimitri, est-ce que tu veux commencer par donner ton avis ? Si tu veux. Je trouve que c'est un film beau, en l'occurrence, niveau réalisation, tout ça, les combats, le film est beau, il n'y a rien à redire. Et je commence par une qualité, parce qu'en vrai, à part ça, il n'y a rien. Il y a vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne suis pas fan de jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, qui par ailleurs, en général, est bon, mais là, je sais pas, je trouve que c'est un peu un Napoléon... froid et fade, oui. J'ai noté fade, moi. Ouais, je comprends. Moi, je le trouve froid et presque sans jeu. Si des fois la limite du pervers, mais bon, c'est dans certaines scènes. Les scènes de bataille sont très, très, très bonnes. Mais à part ça, tout le reste, c'est pas super. En tout cas, moi, ça m'a pas passionné de fou. D'accord. Et il dure 2h30 et je trouve que c'est long. Après, le seul souci, c'est que le film est un peu bizarre, je trouve, parce qu'il y a certains moments, on avance, on recule. On ne recule jamais dans le temps, mais on avance, on ne sait pas de quoi on fait, de quel bond on a fait pour savoir où c'est qu'on se retrouve. Ça fait que je trouve, par exemple, qu'on se retrouve au moment où Napoléon est empereur, sans trop comprendre pourquoi, d'un coup, boum, à l'église, le pape et tout, et lui qui met la couronne sur sa tête, et en mode, ah ok, ça vient là, ok, oui, possible, je sais pas, je connais pas assez bien l'histoire, ça doit être ça. C'est un peu rapide. Après, le film a été coupé parce que de base, il devait durer 4h30. Moi, je vais en parler ça juste après. Ok, je te laisserai en parler plus... parce que j'ai vraiment noté plein de trucs dessus. Donc ok, je te laisserai... je vais te donner la parole pour te laisser en parler plus en détail. Je résumerai juste mon avis en disant un beau film qui ne valait pas 2h30. Voilà. Merci. Je vais faire juste une petite remarque juste avant parce que ça me fait toujours rire dans ce genre de film historique. Les films, dans ces films-là, les chevaux qui sont utilisés
pour les cascades, pour la figuration, quand ils marchent dans la ville, quand ils font les scènes de bataille. Ce ne sont pas des chevaux... Enfin, en fait, c'est des chevaux qui sont d'une race très anachronique, parce que ce sont des chevaux qu'on utilise. C'est une race qui est très, très confortable pour le dressage, parce qu'ils se dressent très facilement. En France, à Toulon, au XVIIIe siècle et XIXe siècle, il y avait très peu de chevaux espagnols comme ça. Voilà, c'est juste un anachronisme, mais c'est dans tous les films. Vous regardez beaucoup de films, peu importe les films. Je pense aux Trois Mousquetaires qui est sorti récemment, le deuxième va sortir en décembre, là. Pareil, c'est des chevaux de cascade, c'est souvent des chevaux de race espagnole, ou ces genres de chevaux-là qui sont très esthétiques, qui sont très beaux, et qui se dressent très facilement aussi. Et donc, ça me fait rire à chaque fois. Bref, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire après. Enfin, bref, c'est des races de Oui, particulièrement. je donne mon avis sur Napoléon. Alors déjà, il faut passer sur les grosses approximations et les délires historiques de Ridley Scott, parce que il y a vraiment, j'ai fait des recherches, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très fausses. Notamment, par exemple, Napoléon n'a pas tiré sur la pyramide en Égypte. Oui, ça, c'est le plus gros truc. Voilà. Non, vraiment, en plus, déjà, je trouve que le film, il est loin de se suffire à lui-même, parce qu'il faut avoir un master d'histoire pour pouvoir remettre tous les épisodes dans le contexte. Parce que déjà, on part de la Révolution française. Déjà, on dit, ok, donc Marie-Antoinette, le roi est mort, Marie-Antoinette a été coupée, a été guillotinée. Ensuite, c'est la fin de la terreur. Ok, attends, je me souviens plus de mes cours de l'histoire. C'est hyper compliqué, en fait. Si on n'a pas déjà des bases historiques françaises pour comprendre un peu ce qui se passe, pareil pour la bataille de Waterloo, bof, quoi. Enfin, bref, je vais pas spoiler non plus. Je trouve qu'on voit clairement, par les cuts qu'il a fait, où la version longue va aller. Parce que oui, Dimitri, tu l'as dit, il y a une version longue de film qui va durer 4h30, donc 2 heures de plus. Donc, on voit très bien là où ça coupe. Et je trouve ça dommage. En fait, j'avais l'impression de regarder une série et d'avoir sauté des épisodes. Et je pense notamment au moment où il est en Russie. Et d'un coup, ça coupe. Et il est en train d'être jugé par tout le monde, là, en mode non, on va te mettre sur une île. Bizarre. Il n'y a pas eu l'épisode de la ballerina et tout, qui, pour moi, semblait être très, très intéressant. Surtout que c'est le début de la fin, quoi. Enfin bref, je passe là-dessus. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est ultra long. Parce qu'on a déjà vu des films de 2h30. Et là, c'était très long. Et c'est très, très, très plat. En fait, quand on n'est pas sur une bataille, qui, tu l'as dit, sont très, très bien filmés. Pour le coup, vraiment, esthétiquement, c'est très, très beau. Il n'y a rien à redire. Ridley Scott, il sait filmer les batailles. Mais il essaie depuis très longtemps de filmer les batailles. Oui. Et c'est filmer les gens qui se battent aussi, de manière générale. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a 0 personnage secondaire. En fait, il n'y a que Napoléon. Même Joséphine, elle est fade. Enfin, même Napoléon, il est fade. Je trouve qu'il est pas... C'est pas bien exploité. L'histoire avec Joséphine, elle n'est pas bien exploitée non plus. Parce qu'elle est là, elle n'est pas là. On ne sait pas ce qu'elle devient. Lui, on ne sait pas ce qu'il pense. En fait, tout le rendu est super fade. Par rapport à l'histoire avec Joséphine, c'est vrai que il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu sens que Ridley Scott voulait mettre l'accent dessus, mais en même temps, il n'a pas pu. Ou il y a vraiment un truc qui manque. C'est assez étrange parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments essentiels peut-être dans la vie de Napoléon qui se passent avec Joséphine, mais à un moment, plus du tout. Oui. En fait, c'est juste que cette histoire, on a l'impression qu'il a voulu centrer le film sur cette histoire avec Joséphine, mais qu'il n'a pas réussi à exploiter l'idée. Et je trouve ça dommage. Après, peut-être que dans la version longue, ça sera fait, mais je trouve ça dommage que quand tu vas voir un film au cinéma, que tu payes ta place pour aller voir un film, ce soit juste une bande-annonce du vrai film. Je continue. Vas-y. Alors, je veux faire un point positif. Donc, les scènes de bataille, j'ai déjà dit. La musique, j'ai trouvé ça super intéressant, qu'il utilise des musiques inspiration époque, peu importe, avec du clavecin, etc. Et ça, je trouvais vraiment sympa, qu'il n'y ait pas vraiment de musique épique comme on peut retrouver dans les autres films historiques. Oui, ou quoi. c'est vrai, c'est pas de la musique classique habituelle. C'est sympa. En fait, en règle générale, pour conclure, je suis vraiment pas fan des productions américaines qui mettent en place qui sont sur des événements historiques français. Et je trouve ça dommage en même temps parce que s'il y a que eux qui peuvent le faire, parce que c'est un film à 20 millions de dollars de production. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que ici, il y a vraiment un point de vue étrange. J'ai l'impression que Ridley Scott a pris un malin plaisir à montrer que Napoléon, bien que je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait évidemment, n'est que les morts qu'il a données en fait. Et je pense, bon, je vais spoiler de ouf, mais à la toute fin, il y a cette liste de quelques batailles et le nombre de morts.
à côté. Comme si, je ne sais pas, Churchill, il avait pas fait je sais pas combien de milliers de morts, quoi. De millions de morts, je ne sais pas, mais en fait, j'ai l'impression juste que c'est un prétexte pour dire, ouais, voilà, Napoléon, bof, il a fait plein de morts, regardez les batailles. En fait, je sais pas, ça m'a pas plu, en fait. Oui, c'est vrai qu'en plus, le point de vue adopté sur Napoléon, genre, est-ce que c'est un type bien ou pas, c'est vraiment non. Mais c'est même pas, en fait, la question elle est même pas posée. Pervers et tout. Elle est pas posée, mais il y répond quand même, entre guillemets. Moi, je trouve pas du tout qu'il y répond. En fait, je trouve que Napoléon, il est là, il existe, il fait ses trucs, il fait ses bails, il fait ses guerres, il fait sa bataille. C'est un stratège, il est montré comme un stratège, ce qui était le cas, mais il est super fade. Et en fait, ce qui me fait dire que c'est une impression étrange, c'est cette fin, en fait. C'est juste un point de vue étranger sur Napoléon, quoi. Après, je sais pas si un Français aurait fait mieux, mais je sais pas, je suis pas fan. Je sais pas. Moi, de manière générale, je suis pas fan de l'histoire de Napoléon. Et là, comment c'était mis en scène et tout, j'ai pas trouvé ça super. Enfin, je trouve qu'au final, le film ne dit pas grand-chose. Et bon, n'est pas grand-chose dans la mesure où ça s'apparente un peu comme une description avec un Napoléon qui fait des choses. Et il y a une espèce d'opposition un peu bizarre où de temps en temps, on pourrait dire que c'est l'histoire, c'est les grands hommes qui font l'histoire et Napoléon, c'est un grand homme. Mais là, c'est un grand homme, mais c'est aussi un mec qui agit des fois un peu par nécessité. C'est assez bizarre. Surtout le personnage est pluriel, c'est bizarre. Mais surtout, je reviens sur ce que je disais au début, c'est qu'il est tout seul, en fait. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de figures historiques dans ce film qu'on nomme même pas, mais qui sont là. Et Napoléon, il y a que lui, en fait. Je comprends pas pourquoi il a pas pris des points de vue de personnages secondaires. Mais en fait, j'ai juste l'impression que Ridley Scott, il s'est dit tiens, Napoléon, c'est quand même une figure qui a fait beaucoup de batailles. Ça va être sympa à mettre en scène. Et il s'est dit mince, je vais devoir meubler. Et en fait, il a vraiment juste lu un article genre sur Wikipédia. Il a dit tiens, on va mettre un personnage, on va mettre lui là et tout. Et tiens, si on le faisait tirer sur les pyramides. Je sais pas. Ça, ce truc, c'est. Mais il n'y a pas que ça, mais bref. Bon, on n'est pas là pour spoiler. Sachant qu'en vrai, on n'a rien dit parce que la fin du film, façon, vous allez la découvrir si vous voulez regarder. Mais du coup, est-ce qu'on passe aux questions? Moi, j'ai une phrase. Oui. Je ne suis pas comme les autres hommes, je ne suis pas soumis au doute, tu es un monstre et j'en suis désolée pour toi. Ça, c'est Napoléon qui dit ça à Joséphine, pour préciser. Voilà. En fait, je trouve cette phrase qui n'est pas du tout en fait, représentative du personnage de Napoléon, pour le coup, dans cette histoire. Enfin bref. Dimitri, j'ai pas une phrase, j'ai un petit son pour caractériser Napoléon dans le film. C'est vrai qu'il baragouine de fou. Mais t'as raison, il baragouine de fou. En fait, c'est le son qu'il fait quand il veut grosso modo dire qu'il va coucher avec Joséphine. Ah oui, c'est parce vrai. qu'il y a toute une histoire autour d'héritier. Et j'ai trouvé ça horrible et ça m'a choqué de fou. Enfin, dans le contexte. Ouais, je te pose la question. Ok, vas-y. Dimitri, oui ou non Napoléon? Non. Et toi, Amélie, oui ou non Napoléon? Non. Est-ce que je peux te poser une deuxième question? La version longue, oui ou non, tu la regarderas? J'en ai aucune idée. Parce qu'en vrai, mon problème avec les réalisateurs, moi je vais encore faire une digression, mon problème avec les réalisateurs de maintenant, c'est qu'ils préfèrent faire des films de 3h30, 4h, 4h30, à la place de faire un film de 2h. Déjà 2h, c'est beaucoup. Et un film de 2 heures qui soit autosuffisant, parce que ce film-là n'est pas autosuffisant, ça se voit très clairement où les moments où il va couper et où ça va être ajouté pour la version longue. Mais en fait, c'est des films qui sont pas du tout percutants. Si tu ajoutes de la longueur, tu fais moins percutant. Si tu te restreins à faire un film d'1h40, 1h45, 2 heures maximum si tu veux raconter beaucoup de choses, c'est bien plus percutant parce que tu es restreint par la limite de temps. En fait, là, les réalisateurs qui font des très longs films, des films fleuves presque, ça devient beaucoup moins percutant et du coup beaucoup moins intéressant à regarder, je trouve. C'est pour ça que les courts-métrages, c'est intéressant aussi à faire parce qu'il y a tellement pas de temps qu'il faut aller à l'essentiel. Et là, Ridley Scott, il est tellement pas allé à l'essentiel. En fait, je pense qu'il a voulu faire trop ou couvrir un trop grand passage historique parce qu'il parle de la Révolution à bien des années plus tard, des décennies 1815, plus tard. Jusqu'à la fin, quoi. Il couvre 20 ans en 2 heures. Et c'est énorme, en fait. Enfin, tu peux pas faire ça, sinon il y a forcément des bouts qui sautent et des bouts qui sont intéressants. En fait, pour moi, il aurait dû faire un film, c'est basique, mais soit sur la montée de Napoléon en tant que, jusqu'à empereur et finir sur le sacre de l'empereur, ça aurait été super bien. Ou alors plutôt vers la fin
Oui. Et juste, tu vois Napoléon au sommet de sa gloire et tu le vois au fur et à mesure descendre de son piédestal, quoi. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus percutant de faire un choix chronologique restreint. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. Et du coup, version de 4 heures, oui ou non? Je sais pas, j'avoue que je n'ai aucune idée sur la question. Peut-être que si j'ai un peu de temps à perdre, je la regarderai. Mais Ok, parce que de mon côté, je me dis, vu comment le film est déjà un peu tortueux, il ressemble à une espèce de patchwork, je me dis, si je regarde la version, donc pas patchwork, mais entière, ce sera quand même quelque chose d'assez tortueux et il n'y aura pas ce côté, comme tu disais, ascension jusqu'à le fait de devenir empereur et à un moment ensuite la chute. Il n'y aura pas cette espèce de côté satisfaisant. Tu vois un personnage qui lutte contre l'adversité, qui arrive et qui ensuite... Bon, Napoléon, c'est un peu une montagne russe parce qu'il est exilé, puis il revient, donc il relutte contre l'adversité, puis voilà, historiquement, après dans le film, comment c'est montré, vous verrez, mais moi je regarderai pas, ça m'intéresse pas. Surtout que je pense qu'il a mis vraiment la majorité des grosses scènes de bataille dans cette version. Oui. Je pense qu'il en a quand même rajouté d'autres dans la version longue, mais en tout cas là... Je pense qu'il doit y avoir la Bérésina. Enfin, j'espère. La bataille de Waterloo, alors, pas de spoil, mais elle est très très longue, quoi. Très 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 longue. Oui. Et puis c'est toujours axé sur ce côté anglais supérieur. Et je trouve que c'est vraiment montré, mais de la mauvaise façon. Je ne sais pas, bref. Bon. Voilà. C'était Napoléon, un patchwork assez étrange et avec de belles scènes de bataille. Et c'était notre avis sur pas moins de 10 programmes différents pour le mois de novembre. On se retrouvera pour l'émission mensuelle de décembre avec des nouvelles sorties, des nouveaux films dont on pourra vous parler. Et d'ici là, portez-vous bien. Oui, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Au revoir.